Borghesi, Houston et Naranjo s'interrogent dans un article publié dans le Journal of Corporate Finance sur ce qui peut pousser un dirigeant à investir en matière de responsabilité sociale d'entreprise. Est-ce parce qu'il sait que ces activités sont créatrices de valeur et donc favorables aux actionnaires? Ou est-il motivé par des raisons plus personnelles? Satisfaction d'objectifs altruistes et volonté de contribuer positivement à la société? Souci de se construire une bonne réputation au plan professionnel et personnel? Ou encore, subit-il une pression forte des médias qui ne lui laissent guère de choix en la matière? Les auteurs ne s'attendent pas à ce qu'une raison particulière joue un rôle prédominant. La décision de consacrer des ressources à la réalisation d'objectifs en matière de responsabilité sociale d'entreprise, RSE ou CSR en anglais, peut être simultanément influencée par l'un ou l'autre facteur. L'objectif de cette étude est d'en mettre en évidence les poids respectifs et de tenter de voir si elle se fait ou non au détriment des intérêts directs des actionnaires. Borghesi, Houston et Naranjo positionnent la RSE au confluent de trois types d'intérêts particuliers, et par ailleurs pas nécessairement exclusifs. En s'inspirant de l'approche classique de la finance, ils reprennent les intérêts des actionnaires, soucieux de voir maximiser la valeur actionnariale de la firme. Au-delà, ils prennent en compte les intérêts d'autres parties prenantes, salariés, clients par exemple, et leurs influences en la matière. Enfin, ils considèrent les intérêts propres aux seuls dirigeants, qui sont des décideurs essentiels en matière de RSE. Selon une première approche, les actionnaires sont au cœur des décisions. En mettant en œuvre une bonne gouvernance, ils réduisent les conflits d'agences potentiels avec les dirigeants et alignent leurs intérêts. Les dirigeants sont alors incités à effectuer les investissements de RSE qui contribuent à améliorer les performances financières de l'entreprise et au-delà à augmenter la valeur actionnariale. Selon une seconde approche, ce sont les divers stakeholders qui sont particulièrement sensibles aux investissements en RSE réalisés par l'entreprise. Par exemple, les salariés peuvent apprécier de meilleures conditions de travail, les clients un plus grand souci de l'environnement, etc. Les conséquences directes sont soit une amélioration de la productivité, soit un accroissement du volume des ventes. Au total, les performances sont meilleures. Ceci est apprécié du dirigeant, dont la rémunération peut être affectée positivement. Dans ce cas, les actionnaires ne sont pas explicitement pris en compte. Les effets de la RSE peuvent être aussi bien positifs que négatifs pour eux. Concernant les influences propres aux dirigeants, Borghesi, Houston et Naranjo considèrent deux schémas possibles. Selon le premier, les dirigeants gèrent leur capital humain et sont soucieux de leur réputation professionnelle. Ils vont se construire une image positive, susceptible de générer un effet de halo favorable et pouvant cacher d'éventuelles déficiences. Ils le feront d'autant plus que la pression des médias en renforcera l'impact. Selon le second, ce sont des dimensions purement altruistes de ces personnalités qui les conduisent à s'intéresser à la société et à investir en RSE. En résumé, le but ultime de cette étude est d'apporter une réponse à deux questions. 1. Des facteurs propres aux dirigeants, qui peuvent être reliés à la fois à des traits altruistes qu'à un souci d'améliorer sa réputation, ont-ils une influence sur le niveau de ces investissements? 2. En quoi la pression qu'exercent les médias
sur ces mêmes dirigeants amplifie ou non l'impact de ces facteurs propres. Pour répondre à ces deux questions, Borghesi, Houston et Naranjo doivent au préalable isoler l'impact de facteurs spécifiques aux firmes et à leur gouvernance. L'échantillon constitué par les auteurs exploite plusieurs sources de données. Concernant la RSE, il s'agit de la base KLD Research and Analytics. Les données financières proviennent de Compustat, les cours boursiers de la base CRSP, les caractéristiques des CEO de Compustat. Leurs contributions aux partis politiques ont été relevées sur le site du Federal Election Committee. Enfin, les indices de suivi par les médias des CIO ont été construits à partir de relevés effectués sur la base Factiva. Les données concernant leur rémunération et leurs caractéristiques propres viennent quant à elles de la base Execocomp. Au total, les auteurs ont réuni, sur la période 1992-2006, 11 700 observations, ou firmes années, concernant exclusivement des entreprises américaines. L'une des originalités de l'étude est de prendre en compte l'intérêt des CEO pour la chose publique à travers leur contribution au financement des partis politiques. Sur cet échantillon, près de 18% des CIO ont effectivement versé des sommes à l'un ou l'autre parti. Pour répondre aux deux questions posées, Borghesi, Houston et Naranjo recourent au modèle de régression de base suivant. Ils régressent une mesure de score en matière de RSE propre à l'entreprise I à l'année T sur un vecteur de caractéristiques propres au CIO, sur une mesure de la couverture média et sur des variables d'interaction mêlant les deux. De plus, pour prendre en compte les particularités de chaque firme, ils introduisent un vecteur grand X de variables de contrôle, ainsi qu'un certain nombre d'interactions avec la variable média. Enfin, le modèle contient des effets fixes annés. Pour apprécier la politique menée en matière de RSE par les firmes de cet échantillon, Borghesi, Houston et Naranjo ont repris pour les 6 catégories suivies par KLD les nombres de points forts et de faiblesses recensés. Un premier indice est construit à partir de la différence des sommes respectives des forces et faiblesses. Ces valeurs sont comprises entre -9 et +15, la médiane étant égale à 0. Pour tenir compte des différences au sein des secteurs, ici chacun des 49 secteurs identifiés par Fama et French, les auteurs calculent un indice ajusté en retranchant la médiane du secteur. Ce sont les résultats obtenus à partir de ce deuxième indice que nous commenterons par la suite. Les caractéristiques des CEO reprises dans l'étude sont leur âge, une indicatrice valant 1 s'il s'agit d'un homme, 0 sinon, et le log du montant de la compensation totale perçue dans l'année. Concernant les soutiens aux partis politiques, une variable relative a été construite pour chacun des donateurs, à savoir le ratio des dons effectués au profit des candidats républicains divisé par le total des dons effectués à la fois aux républicains et aux démocrates. Ensuite, 3 indicatrices ont été retenues. Soutien républicain, quand le ratio vaut 1, soutien démocrate, quand il vaut 0, et soutien bipartisan, quand sa valeur est comprise entre 0 et 1. Pour mesurer les couvertures médias, les auteurs ont repris, pour chaque année, le nombre de citations du CEO concerné
au sein de la base Factiva. 3 mesures ont été utilisées. La première ne s'intéresse qu'aux sources majeures, principaux journaux américains, publications économiques et fils d'agence, tous captant l'information pertinente au plan économique. La deuxième reprend toutes les citations et donc des nouvelles allant au-delà de la seule sphère économique. Enfin, pour tenir compte des différences de taille, de secteur et de période, une mesure de couverture en excès a été estimée à partir des résidus d'un modèle prédictif du niveau de couverture. Concernant les variables de contrôle, on trouve d'abord 2 caractéristiques générales de la firme, sa taille et son âge, puis 3 mesures de ses contraintes financières, rentabilité à travers le ratio EBIT sur actif, génération de cash à travers le logarithme de la mesure du free cash flow, et enfin levier des dettes à travers le ratio dette sur total actif. On peut penser que plus une entreprise est rentable, plus elle dispose de free cash flow, plus elle a une latitude importante pour investir en RSE. En revanche, plus elle est endettée, plus elle est contrainte et moins elle peut dépenser en RSE. Concernant l'entreprise et ses marchés, les auteurs retiennent d'abord 3 indices d'Erfenda. Le premier est calculé à partir des ventes par segment et apprécie le degré de diversification des activités. Le deuxième à partir des ventes par zone géographique. Dans les 2 cas, plus les ventes sont concentrées, plus les efforts en RSE peuvent atteindre une cible spécifique. Le troisième est une mesure de l'intensité de la concurrence à partir de la répartition des chiffres d'affaires par firme au sein d'un même secteur. Enfin, le poids de la publicité est apprécié à travers le ratio dépenses en publicité sur vente. Pour finir, le vecteur de variable de contrôle contient des mesures de gouvernance. Plus cette dernière est forte, plus faible est la latitude des dirigeants à dépasser en matière de RSE. 3 mesures sont introduites. L'indice de Compass, le pourcentage du capital détenu par des institutionnels et enfin celui des insiders. Au sein de ce modèle de base, il est intéressant de noter que quelles que soient les spécifications retenues, les mesures de RSE varient bien en fonction des caractéristiques précédemment évoquées. Elles sont d'autant plus grandes que la taille est élevée, la rentabilité forte et la firme contrainte à effectuer des dépenses de publicité importantes. En revanche, les coefficients estimés de la régression sont significativement négatifs pour le levier des dettes, la diversification géographique et la part du capital détenue par les investisseurs institutionnels. Plus de contraintes et moins d'investissements RSE. Concernant le cœur de cette recherche, on peut relever que les caractéristiques propres des CIO ne sont pas sans effet. Les coefficients associés aux variables CIO homme, CIO soutien républicain et CIO bipartisan sont significatifs. L'association est négative pour les 2 premières et positive pour le troisième. Le fait d'être une femme et d'intervenir à travers un soutien non partisan à la vie politique correspond aussi à une orientation plus tournée vers la RSE. Notons que l'âge et l'importance de la rémunération sont associés négativement
mais peu significativement. L'introduction d'une variable d'intensité de la couverture média fait apparaître un effet positif très significatif, sans modifier les résultats précédents. Ici, seuls les résultats incluant la couverture en excès ont été repris. Il apparaît donc que quand les CIO sont exposés à une forte pression des médias, ils ont tendance à plus dépenser en RSE. Les effets des variables d'interaction sont moins évidents, seul le coefficient avec la rémunération est significatif, allant dans le sens d'une discipline plus stricte dans ce cas. Borghesi, Houston et Naranjo répliquent leur analyse, mais en calculant un indice de RSE non plus global, mais en fonction des 6 catégories définies par la base KLD. Par parcimonie, nous ne reprenons ici que quelques-uns des nombreux résultats proposés. Il apparaît surtout que les associations précédemment relevées ne se retrouvent pas systématiquement le long des 6 dimensions. Par exemple, l'effet d'un soutien exclusif au profit du Parti républicain est surtout négatif en matière environnementale. Peut-être est-ce dû ici à un lien avec des industries polluantes. L'impact des dons bipartisans est surtout plus marqué pour les domaines des relations au travail et l'humanitaire, en cohérence avec une ouverture aux problèmes de la société. Enfin, l'impact des médias se retrouve pour l'essentiel dans les 2 dimensions community et diversity. Ces résultats suggèrent l'idée que les médias sont surtout intéressés par ces thèmes et que les dirigeants voient dans ces investissements un moyen utile d'améliorer leur réputation. On peut craindre dès lors que tous les investissements en RSE soient plus favorables aux dirigeants qu'aux actionnaires. Borghesi, Houston et Naranjo fournissent en annexe quelques indications supplémentaires qui vont dans ce sens. Ils régressent les rendements en excès du taux sans risque des titres de l'échantillon sur les 4 facteurs market, small minus big, high minus low et momentum. Et enfin, le score en RSE. Il apparaît un coefficient négatif et significatif pour ce dernier facteur. En conclusion, indépendamment de savoir si les initiatives en matière de RSE contribuent à l'amélioration de la valeur de l'entreprise, on peut observer que les investissements en RSE fluctuent en fonction des caractéristiques des entreprises. Ces investissements sont par exemple plus importants au sein des firmes de grande taille, au sein des firmes rentables et peu endettées, ou encore des firmes consacrant des budgets importants à la publicité, et donc susceptibles d'être sensibles à l'appréciation de leurs clients. Les traits du CIO affectent aussi ce genre de dépenses. Elles sont plus importantes quand le CIO est une femme, quand il est jeune, quand il donne aux 2 grands partis et quand il est sous la pression des médias. Tout ceci semble conforter la thèse que des raisons propres au CIO, altruistes parce qu'il porte une attention particulière à la société, tout simplement intéressé parce qu'il a un grand souci de sa réputation. Il semble donc que ces raisons propres au CIO aient une influence sur les investissements en RSE. Ces investissements peuvent dès lors s'éloigner du seul objectif de servir la valeur actionnariale et être réalisés pour partie au détriment des actionnaires. D'ailleurs, lorsque ces derniers sont plus puissants, ce qui est certainement le cas des actionnaires institutionnels, ils paraissent avoir une influence significative pour les freiner. Au total, cette étude donne un éclairage complémentaire également
sur une question de gouvernance.